Bonjour Jacques Beau, alors nous sommes en interview sur BAM, donc on voulait avoir un petit peu de vos nouvelles après des décisions du Conseil européen. Donc vous avez été mis sur une liste rouge, on va dire. Est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu plus de détails? Alors d'abord, c'est une liste de sanctions, effectivement, qui est dans le cadre des sanctions qui sont adoptées dans le cadre des activités de la guerre hybride russe euh, en Europe. Donc voilà, donc je suis un parmi de très nombreuses personnes qui sont sanctionnées sur cette liste. J'ai la particularité d'être, je pense, peut-être le seul de sa liste à être en fait à vivre sur le territoire de l'Union européenne. Ce qui est, tous les autres vivent à l'extérieur du territoire de l'Union européenne. Ce qui a évidemment des conséquences parce que la, ces sanctions portent sur le gel de mes avoirs dans l'Union européenne et une interdiction de voyage dans l'Union européenne. Alors évidemment, ceux qui vivent en dehors de l'Union européenne, typiquement des gens comme Xavier Moreau, par exemple, qui est un citoyen qui a double nationalité, française et russe, qui vit à Moscou, qui a une famille à Moscou, qui travaille à Moscou, lui, eh bien, il a une vie normale. Enfin, il aura sans doute des problèmes s'il revient pour les fêtes de Noël en France, j'imagine. Je ne sais même pas s'il a Oui. l'autorisation de revenir. Enfin bref, ça c'est un. Je ne vais pas me prononcer là-dessus. Mais disons que sinon, il a une vie normale chez lui, il a accès à ses comptes en banque, etc. Si je vivais en Suisse, eh bien, mes comptes en Suisse sont pas bloqués, donc je pourrais vivre tout à fait normalement en Suisse, la Suisse n'ayant pas repris ce paquet de sanctions chez elle. Donc, mon problème vient en grande partie, alors il y a deux problèmes, il y a un problème de fond, on en parlera sans doute, et il y a le problème particulier d'une personne comme moi qui est sanctionnée, qui vit sur le territoire de l'Union européenne. Parce que, comme j'ai dit, mes fonds sont gelés, donc mes comptes en banque en Belgique sont gelés, enfin, mais j'en ai pas des masses, mais ils sont gelés quand même. Et surtout, c'est des comptes en banque qui sont d'ailleurs pas, c'est pas des comptes mirobolants. Je suis pas un oligarque russe et je n'ai pas l'intention d'acheter une équipe de football. Donc, c'est des comptes qui sont assez modestes, qui me permettent juste d'assurer la vie au quotidien. Mais du fait qu'ils sont gelés, eh bien, cette vie au quotidien n'est pas possible. C'est-à-dire que j'ai même pas l'autorisation d'aller m'acheter un morceau de pain ou une bouteille d'eau. Voilà. Ça, Oh, c'est la réalité très concrète. oui, Euh, ok. Donc il y a vraiment des conséquences très concrètes pour il y a votre des vie tous les conséquences jours très dès concrètes. maintenant. Et alors, vous me direz, bah, puisque vous ne pouvez pas vivre en Belgique, eh bien alors allez en Suisse. Mais voilà, j'ai interdiction de voyager en Suisse. Et je serais punissable pénalement si je me déplaçais dans l'Union européenne et si je franchissais une frontière dans l'Union européenne. Par conséquent, je n'ai même pas le droit de rentrer dans mon pays où je serais à l'abri des sanctions. Alors, vous allez me dire, bien sûr, de toute façon, c'est un choix cornélien parce que euh, ma vie est en Belgique, je vis ici, j'ai un appartement ici, voilà, mais ma vie est là. Et en Suisse, j'ai les comptes en banque, si vous voulez, ou l'argent. Donc, je dois choisir entre manger en Suisse ou vivre en En Belgique. Voilà, Belgique. Ouais. c'est un peu le choix que me donne l'Union européenne. Oui, donc vous êtes emprisonné ici en Belgique, en fait, pour l'instant. C'est ça, je suis, voilà, c'est le. Alors, vous allez me dire, la Belgique n'est quand même pas le goulag en tant que tel. Et je- Il y a moyen de bien vivre, oui, mais enfin bon. c'est une position plutôt, c'est une prison plutôt agréable. Mais le fait est que, n'ayant pas de quoi assurer ma subsistance, du coup, ça devient pire qu'en prison en réalité. C'est Mhm. pas le goulag, c'est pire, puisque en prison, on vous nourrit. Oui, vous avez la gamelle. Ici, vous n'avez plus de gamelle. Voilà, c'est Bon, exactement ça. je suis sûr qu'on va trouver des solutions, mais parlons un peu du fond, parce que moi, j'ai lu le communiqué du Conseil européen, et bon, bah, on hésite entre rire et pleurer, en fait, parce que rire, parce que, bah, en fait, ce qu'on vous reproche est assez vague et un peu en fait mensonger. On vous traite de complotisme, etc. Mais en fait, tout ce que on vous reproche, ce sont des choses qui sont sourcées. Donc on hésite un peu. Et d'un autre côté, on a envie de pleurer parce que
parce que c'est vraiment une entorse à la liberté d'expression et à la liberté d'opinion qui est quand même assez choquante. Alors, effectivement, vous avez raison de mentionner tout ça. Donc, on m'accuse de conspirationnisme ou je sais pas quoi. Alors Oui. déjà, c'est une notion qui est pas très claire et puis, voilà. En plus, c'est faux parce que, les sujets qu'on évoque, sont des choses que je n'ai jamais dites, ou j'ai jamais développé de théorie de la conspiration, comme on dit. Donc, on est déjà dans quelque chose qui est déjà faux à la base. Mm. Mais en plus de ça, on est, sur des accusations qui sont totalement fumeuses. Je n'ai aucun lien avec la Russie. Au contraire d'autres qui sont mariés, qui ont des amis, des connexions, de la famille, enfin que sais-je, qui ont des liens avec la Russie, qui ont peut-être même reçu des fonds ou financés par. Moi, je n'ai aucun lien. Pourtant, vous trouveriez peut-être à peine un email venant de Russie, et je ne suis pas sur les réseaux sociaux, donc je n'ai pas d'activité clandestine, si vous voulez, Mm. qui puisse être retenue contre moi, parce que je suis totalement absent des réseaux sociaux, même sur LinkedIn, où j'ai théoriquement une présence, je suis totalement inactif. Je crois que j'ai que mon curriculum vitae qui y est, et je n'ai pratiquement jamais été actif. De temps en temps, j'ai répondu à un ami ou un vieux collègue qui m'a retrouvé grâce à ça, et on a échangé des salutations, mais rien de plus. Et je n'ai posté aucun texte, j'ai relayé aucun article, des choses comme ça. J'ai pratiquement aucune activité sur LinkedIn. Donc, résultat des courses, on m'accuse de quelque chose que je n'ai pas fait, d'être un agent de la Russie. Alors, je ne sais pas si les agents russes travaillent pro bono pour la Russie, mais il n'y a il y a rien qui me lie à la Russie et qui justifierait que j'ai une activité d'agent. Et puis, surtout, on m'accuse d'orchestrer, de mettre en œuvre Des actions, de la carrément des actions. désinformation Ouais. qui serait attribuable, qu'on pourrait attribuer à la Russie. Donc, on ne sait même pas si ça profite à la Russie. Donc, vous voyez, si vous prenez tout le texte, à vrai dire, il est finalement, vous avez raison de dire, s'il faut savoir, enfin, quant à la forme, on peut rire. Oui, Quant au fond, il faut faut s'inquiéter, pleurer. parce que ça veut dire que, parce qu'il faut savoir, donc d'abord, que même si j'étais propagandiste, alors, sur le thème de la propagande, vous connaissez mes livres parce que je suis venu plusieurs fois chez Oui, BAM, euh, je ne relaie absolument aucune propagande russe. D'ailleurs, si vous lisez mes livres, mes sources sont exclusivement occidentales, oui, c'est-à-dire américaines ou même ukrainiennes. oui, D'ailleurs, j'utilise délibérément pas de sources russes, sauf quand il s'agit de faire une citation de Lavrov, etc. Donc, je prends la citation dans le texte de façon à être sûr qu'on ait le bon texte. Mais oui. sinon, je ne relaie, par exemple, aucun article d'un média russe. Pour la bonne et simple raison que je veux faire un travail de nature académique et éviter d'être précisément accusé de relayer de la propagande. Même si je pense que tout ce qui est écrit en Russie n'est pas de la propagande. Mais bref, c'est un autre débat. Toujours Oui. est-il que pour éviter cette accusation, j'ai fait exprès, et vous pouvez lire mes livres à cet égard, c'est des livres qui utilisent davantage les sources ukrainiennes que les sources quand vous parlez de choses, même de choses qui paraissent assez critiques, hein, l'élimination de certaines personnes en Ukraine, etc., je cite des sources ukrainiennes qui le disent, pas des sources russes. Voilà. Par ailleurs, durant ces 3 dernières années, j'ai été sollicité à plusieurs reprises par les médias russes pour être invité. Ils ont voulu m'interviewer, Oui. naturellement, et j'ai systématiquement refusé. Pour toujours la même raison, c'est-à-dire que je ne veux pas que, moi j'essaye de faire un travail qui est le plus objectif possible, et d'ailleurs si vous voulez voir, il y a un article qui a été écrit sur un de mes amis qui est un ancien de la CIA, puisque j'étais ancien agent de renseignement, donc Mm. on a toujours un peu des connexions avec Ses dans ces anciens milieux-là, collègues, on et va dire. il y a un ancien agent de la CIA qui s'appelle Larry Johnson, qui a un blog qui s'appelle Sonar 21. Et il a fait un article, enfin, il a publié un article qui a été écrit par un journaliste allemand sur moi et qui dit plus objectif que beau, on ne peut pas. Oui.
Oui, Donc, donc, si vous voulez, le fait de ne pas vouloir entrer dans une démarche propagande est une démarche active de ma part. C'est même pas simplement que je prétends ne pas faire de propagande, c'est que j'ai, de manière très consciente, délibérée et affichée auprès même des médias russes, de dire je ne veux pas faire de propagande, donc je ne veux pas être sur vos médias. ben alors, très clairement, nous, quand j'ai lu effectivement ce qu'on vous reprochait, c'est pour ça que je dis que on hésite à rire, mais bon, in fine, quand on le décortique, on se rend bien compte que ce qu'on vous reproche, c'est de dire des choses qui ne plaisent pas. C'est aussi simple que ça. Alors là vient le deuxième problème. D'abord, il faut savoir que, combien même je serais propagandiste, admettons que je le sois, la propagande n'est pas interdite par la loi. Non. Et puis, on Même est si envahi j'étais de pro-russe, propagande, je dirais, pro-ukrainienne ou pro-européenne. On a été inondé en permanence. ça, j'ai même pas dit ça. Non, moi, je le Ouais, dis, hein. non, mais Moi, vous je le le dites, dis. mais moi, je dis même pas ça. Mais parce que du coup, il n'y a pas de propagande du côté ukrainien, il n'y a que de la propagande du côté russe. Oui, Ouais, voilà. Alors que ce qui est intéressant, et c'est ce d'ailleurs que je mets en avant dans mes livres, c'est que ce que dit le gouvernement ukrainien ne recouvre pas totalement ce que disent les journaux ou la presse ukrainienne. Ça, c'est très important de le dire. Vous avez des fois la presse ukrainienne qui contredit ce que dit le gouvernement ukrainien, ou d'accord. Zelensky, par Et exemple. dans quel sens, par exemple? Ben, dans le sens que Zelensky, lui, fait de la propagande, parce que Zelensky, je ne veux pas dire sa raison d'être, parce que sa raison d'être, c'est le président de l'Ukraine, mais dans la configuration actuelle, il essaye, assez naturellement d'ailleurs, d'avoir l'appui des pays européens, et par conséquent, il essaye de présenter son pays sous le jour le plus favorable pour que les Européens continuent à financer et soutenir l'Ukraine. Par Oui. conséquent, évidemment, qu'il présente les choses à sa manière. Mais cette présentation ne correspond pas à la présentation que font les journalistes ukrainiens de certaines choses. Donc, on s'aperçoit qu'il y a même un écart entre ce que dit le gouvernement ukrainien et ce que disent Dit la presse. les médias ukrainiens, qui Oui. pourtant sont dans une... Évidemment, c'est un pays en guerre. Donc, moi, par exemple, je n'ai jamais critiqué le fait qu'il y ait une limitation de la liberté de presse et liberté d'opinion dans un pays en guerre. C'est le cas de l'Ukraine, c'est le cas de la Russie de même. Donc, c'est logique que dans un pays qui est en guerre, on essaye de contrôler l'information dans une certaine mesure. De même que je n'ai jamais condamné la propagande d'un côté ou de l'autre. Je la décris, mais je ne l'ai jamais condamnée, parce que c'est normal, ça fait partie de l'arsenal de guerre des deux parties, d'utiliser de la propagande. C'est de bonne guerre. Et donc, il faut l'admettre comme un phénomène inhérent à la guerre. Oui, mais là, on Seulement, touche il à un droit de faut... l'information, c'est encore différent. Donc, que Alors, il y a chaque autre gouvernement chose. fasse de Dans la propagande. Voilà. la Oui, pardon. propagande, évidemment, on pourrait discuter sur la signification des mots, etc. La propagande, littéralement, la propagande, c'est de mettre en évidence quelque chose. C'est-à-dire que quand vous faites de la propagande, de nouveau, ça vient du latin propaganda est, n'est-ce pas, ou propaganda sunt, plus exactement, qui serait de ce qu'il faut propager. Et ce qu'il faut propager, c'est évidemment, vous voulez vous présenter sous votre meilleur jour. Par conséquent, vous propagez vos meilleurs côtés. Ça, la propagande, en réalité, souvent dans le langage courant en français, on utilise le terme propagande pour dire désinformation. Mais la propagande, en réalité, sont généralement des choses vraies que vous mettez en évidence. Alors, vous les mettez en évidence, évidemment, pour occulter d'autres, si vous voulez. Si vous voulez. Alors, après, le terme désinformation peut prendre différents sens. Mais la logique, on fait une différence techniquement entre la propagande et la désinformation. Disons, moi qui ai travaillé dans le renseignement, on a toujours fait cette distinction et même les soviétiques et les Russes aujourd'hui font cette distinction et les organes correspondants américains font aussi cette distinction. Il y a une distinction entre propagande et désinformation. Mais ça, dans l'Europe, on met tout ça dans le même paquet. Comme ça permet plus facilement d'accuser les choses. Donc, mais si on regardait les choses de manière plus académique, de plus intelligente, si j'ose dire, eh bien, on aurait d'ailleurs une approche plus fine des choses qui permet aussi de mieux comprendre le mécanisme et de mieux lutter contre le mécanisme. De nouveau, de notre manière de comprendre les choses découlent les manières de la résoudre. Et quand on les comprend mal, on les résout mal. Et c'est en grande partie le cas
de l'Union européenne qui se confine dans un narratif plutôt que d'essayer de s'appuyer sur une activité vraiment académique. Donc, on ne va pas entrer dans ces détails-là. Mais ce que je veux dire, c'est que ce que j'ai dit, alors déjà, il faudrait pouvoir définir ce qu'est de la propagande et puis mettre ça sous le titre propagande. Mais même si j'étais propagandiste, il n'y a aucune loi qui l'interdit, ni dans l'Union européenne, ni en Belgique, ni en Suisse, ni en France, ni nulle part. Donc, on est sur une accusation qui est totalement déconnectée de tout contexte légal. Et d'ailleurs, la décision de la sanction n'est pas une décision judiciaire. Oui. C'est une décision politique. Du Conseil européen. Par conséquent, c'est une décision politique. Ce n'est pas une décision judiciaire. Il n'y a pas de tribunal qui a jugé que je faisais de la propagande. Oui. Et c'est la raison pour laquelle les gens sont choqués par cette décision, parce que la conséquence, quand vous êtes dans un tribunal, vous pouvez vous défendre, on fait des accusations, vous pouvez défendre votre point de vue, vous avez un avocat qui vous assiste, et vous pouvez, en amont de la décision, intervenir et puis dire non, c'est pas juste, c'est pas ça, etc. Tandis que dans mon cas, on m'applique une sanction, point final. Oui. Alors maintenant, je peux la contester, mais je n'ai pas eu l'opportunité de défendre mon point de vue avant, je n'ai pas eu l'opportunité d'être défendu, je n'ai pas eu l'opportunité d'être jugé par un jury disons, identifiable. Voilà. C'est donc une décision purement arbitraire, qui en plus s'applique hors du champ de la légalité, puisque la propagande, même si elle était avérée, elle ne serait même pas illégale. Donc, on est dans quelque chose qui est assez grave, et c'est la raison pour laquelle mon cas a été... comment dire, a vraiment soulevé l'émoi dans le monde. C'était ma prochaine question. Quelles avaient été un petit peu les réactions, alors en Europe, en Belgique et alors aussi en Suisse aussi? Partout. Alors, il se trouve qu'en plus, comme je parle italien, je parle allemand, donc j'interviens sur des médias comme le vôtre ou équivalents en Italie, en Allemagne, évidemment aux États-Unis, etc. Donc, les gens sont absolument choqués par ça. Oui. Parce qu'ils s'aperçoivent d'ailleurs, parce qu'en plus, je suis réputé comme étant quelqu'un qui est plutôt équilibré dans ses jugements, qui n'essaye précisément pas de faire de la propagande. Et ça frappe d'autant plus les gens, parce qu'ils disent, si beau est considéré comme propagande, alors n'importe qui peut être sanctionné du coup. N'importe qui peut faire l'objet d'une sanction si beau le fait. Et c'est pour ça qu'il y a de nombreux parlementaires européens qui m'ont appelé d'ailleurs pour... alors bon, maintenant on arrive dans les fêtes de Noël, tout ça va sans doute un petit peu... la poussière va un peu retomber, mais qui veulent prendre le cas très au sérieux après, parce que c'est derrière mon cas spécifique, il y a vraiment la problématique de la liberté d'expression dans l'Union européenne. Et je vous rappelle que juste il y a quelques semaines, les Américains ont publié leur stratégie de sécurité nationale, dans laquelle ils disent explicitement que l'Union européenne est en train de dériver vers la dictature. Et évidemment, tout le monde a souri dans l'Union européenne quand on a vu ce document. D'ailleurs, pas beaucoup de monde en a parlé dans les médias francophones, parce que pas tout le monde est très fier de ça. Mais en Union européenne, évidemment, les gens un peu sourient, on dit oui, évidemment, c'est l'administration Trump, etc. Puis tout d'un coup, vous avez un cas comme celui-là qui arrive. Et alors, aux États-Unis, ça fait l'effet d'une bombe. Le truc est que bon, alors, mes livres ont fait un boom aux États-Unis, du coup. Parce que les gens me connaissent, il y a beaucoup de gens qui me suivent aux États-Unis, beaucoup de gens qui sont des Européens, des expatriés aux États-Unis, qui me connaissent et qui savent que je ne suis pas un propagandiste. Donc, et aux États-Unis, sur le continent nord-américain d'une manière générale, il y a une forte... disons, la sensibilité par rapport à la liberté d'expression est énorme. Oui, parce que c'est quand même dans la Constitution. Exactement. Et ça fait partie un peu de l'ADN ou de la culture, pratiquement. Donc, ça veut dire que quand on attaque ça, on est exactement au centre du collimateur de ce que disait Donc, si vous voulez, l'Union européenne a quelque part, sans se tirer une balle dans le pied, n'a fait que renforcer ce qu'avait dit Trump.
Et c'est ça et beaucoup d'observateurs ont d'ailleurs noté ça. L'Union européenne ne fait que donner raison à Trump, ce qui est quand même assez surprenant d'une certaine manière. Oui, Donc, nous analysons comme ça. Il y a quand même tout un glissement quand même depuis quelques années. Alors, il y a votre cas, mais il y a aussi le chat control, il y a le DSA, il y a quand même une sûr, série de choses qui se mettent en place qui montrent une très alors, mauvaise image, hein. évidemment, il y a un certain nombre de mesures, mais le problème, c'est que, vous savez, c'est le même phénomène que la manière dont on cuit les homards. Vous savez, on les Mais jette pas dans l'eau bouillante, mais on on fait chauffe tout chauffer l'eau doucement. doucement. Et on est un peu dans la même configuration en Europe. On interdit un peu ça, puis un peu ça, puis un peu ci, puis un peu mi, etc. Et puis finalement, vous vous retrouvez dans un truc sans vous apercevoir. Vous apercevez tout d'un coup que vous êtes dans un Tout est en train de environnement pire. où tout est bloqué. Oui, Le problème, c'est que les sanctions qui me concernent, tout d'un coup, d'abord, elles ont des conséquences extrêmement concrètes, qui effrayent les gens d'ailleurs, et puis elles s'appliquent comme ça tout d'un coup, sans crier gare, sans qu'aucun processus juridique soit associé à cette décision. Et ça fait évidemment réfléchir et ça fait peur par la même occasion. oui, bien entendu, Donc, ça remet en fait, c'est l'état de droit qui est complètement bafoué, hein, puisqu'ici, c'est exactement, l'exécutif qui se c'est prend un l'état de pouvoir droit. qui est en principe réservé au judiciaire. Exactement. Alors moi, je suis bien placé pour le savoir puisque je suis expert de l'état de droit pour les Nations Unies. Et l'état de droit, donc pour simplifier les choses et simplifier à l'extrême, en gros, c'est la structuration de la gouvernance de nos pays qui est répartie entre un exécutif, un législatif et un judiciaire. Et puis le législatif, c'est les parlements, ils font les lois, l'exécutif exécute les lois, et le judiciaire veille à la bonne application des lois et, le cas échéant, sanctionne ceux qui n'appliquent pas la loi ou qui la respectent pas. Hmm. Donc on a un mécanisme, ces trois piliers qui sont en réalité les piliers de l'État démocratique moderne. Et c'est ce qui avait été déjà théorisé durant le siècle des Lumières par les grands philosophes, les Diderot, Rousseau, Voltaire et autres, qui avaient fait les premières ébauches de cet État moderne, de la démocratie moderne, etc., qui s'est évidemment affiné, qui a pris des formes différentes d'un pays à l'autre. Mais en gros, on retrouve un peu les mêmes principes. Et le principe fondamental, c'est cette séparation des pouvoirs. Or, dans mon cas, qu'est-ce qu'on a? On a, si on prend la structure de l'Union européenne, on a un Conseil européen qui définit les sanctions, il les définit eux-mêmes, donc il Hmm. joue le rôle de législatif, Oui. il applique les sanctions, c'est la liste qu'on a vue, c'est le travail de l'exécutif, et le judiciaire n'apparaît pas du tout là-dedans. Il apparaît éventuellement comme une solution de recours, mais pas du tout dans la La décision. configuration qui met en place la décision. Donc, si vous voulez, on a une configuration qui échappe à la notion d'état de droit qu'on a normalement dans les États modernes. Alors, Oui. évidemment, ça pose un tas de questions parce que quand, quand vous lisez les commentaires, les justifications, les discours de l'Union européenne en particulier, c'est toujours les fameuses valeurs, n'est-ce pas, Oui. qu'on défend, C'est pour etc., ça qu'on fait la guerre en contre, Ukraine, en principe, hein, voilà, pas officiellement. seulement contre, c'est par rapport à la Chine, par rapport à l'Iran, par Hmm. rapport aux Palestiniens, par rapport à tout le monde, on invoque toujours ces fameuses valeurs. Mais ces valeurs, en réalité, elles sont liées à l'état de droit, en réalité. Or, on est précisément dans un cas où l'état de droit n'est pas respecté. Et par Absolument. conséquent, on est dans une situation finalement assez ubuesque où on défend des valeurs que nous-mêmes ne respectons pas. Et puis, de nouveau, moi je suis un guerrier de la guerre froide, si on peut dire ça comme ça, puisque ma carrière, en tout cas dans les services de renseignement, a été durant la guerre froide. Durant la guerre froide, il y avait deux systèmes qui s'opposaient, le système, vous l'appelez capitaliste, économie libérale, enfin vous pouvez trouver différents noms là-dessus, et puis le monde, appelons-le Communiste planifié. ex-marxiste ou socialiste, de nouveau, on peut trouver différents noms. Toujours est-il que ces deux systèmes s'affrontaient. Mais vous aviez quand même des partis socialistes et des partis communistes dans nos pays. Ils n'étaient pas interdits. Un communiste pouvait s'exprimer.
Vous pouviez lire la Pravda dans nos kiosques. En Suisse, vous pouviez acheter la Pravda dans les kiosques. Aujourd'hui, les médias russes sont interdits. Oui, oui. Mais on n'en avait pas peur durant la guerre froide. Pourquoi? Parce qu'on était convaincu que notre système était meilleur et qu'il allait prévaloir. Et par conséquent, on n'avait pas peur des autres. On avait les arguments pour défendre les autres, pour se défendre contre les autres. On n'avait pas besoin de les incarcérer. On pouvait, dans une confrontation orale, on pouvait amener les arguments et puis dire, voilà, c'est moi. Du coup, la confrontation nous amène à un résultat qui montre que j'ai raison. Donc, on est dans une situation aujourd'hui où on n'a finalement plus confiance dans le système dans lequel on est. C'est ça que finalement traduit ce genre de sanctions contre les gens qui pensent différemment. Et puis le contrôle de l'information, etc. Ça veut dire on n'a plus confiance dans la manière dont on peut traiter l'information qui vient. Ouais, Parce que si on vous dit une fausse information, si on vous dit que Madame Ursula von der Leyen a les cheveux bleus, par exemple, bon, on peut le vérifier vous soi-même. sans doute une photo qui montre qu'elle a les cheveux bleus, mais on arrive assez facilement à trouver l'argument pour dire que c'est pas vrai. Ouais. Donc, à la fin, quel est le problème? Qu'elle ait les cheveux bleus ou pas? Vous voyez, même si on admet que c'est une fake news, etc., on peut se poser la question. Alors peut-être, je ne sais pas si les cheveux bleus sont avantageux ou pas pour Madame von der Leyen, mais ce que je veux dire par là, c'est que en définitive, en jouant avec l'information disponible, vous trouvez les contre-arguments, etc. Et vous trouvez ça pour à peu près tout. Par conséquent, on ne devrait pas avoir peur, même de la désinformation, à vrai dire. Parce que si vous avez les bons arguments, si vous faites bien votre travail, vous arrivez facilement à démontrer que c'est une désinformation, etc. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a, comment dire, on travaille non pas en fonction de la réalité, mais on travaille en fonction d'un narratif. Oui. Par exemple, on a parlé, c'est un exemple qui me vient maintenant à l'esprit, mais on parlait il y a quelques mois ou quelques semaines, vous avez eu ces événements de drones sur l'aéroport de Copenhague. Oui. Et la police danoise qui a enquêté là-dessus a dit assez rapidement que c'était en réalité un ULM qui s'entraînait à proximité de l'aéroport. Mais la première ministre, elle, dit que C'est c'est une attaque véridique. russe. Et les services de renseignement danois, sur le site du renseignement danois, dit on ne peut pas savoir ce que c'est. On ne peut pas savoir qui est à l'origine de ça. Donc les renseignements danois, évidemment, de manière très prudente, disent on ne sait pas On ne qui sait c'est. pas. Donc c'est un message La police politique. danoise dit on a enquêté, c'est les ULM. Et d'ailleurs, il y a un site néerlandais qui a enquêté sur des affaires et qui arrive exactement à la même conclusion, d'ailleurs. C'est un ULM qui s'entraînait à proximité de l'aéroport. Et puis, d'un autre côté, on a les politiciens qui prennent ça comme information pour propager un discours qui est anti-russe, etc. Alors, des exemples comme ça, j'en ai des dizaines. Et c'est là qu'est le problème. C'est-à-dire qu'on joue un petit peu sur le fait qu'il y a des choses qui ne sont pas toujours très claires, etc. Et puis, automatiquement, ça devient les Russes. Alors, vous avez, à la fin de l'année passée, il y a une année, et puis au début de cette année, tout d'un coup, il y avait une mode des Russes qui coupaient les câbles dans la mer Baltique. Alors, toutes les semaines, vous aviez un nouveau câble qui était coupé. Oui, puis il y avait les hackers russes, enfin, voilà. Alors, Mais on n'en parlait plus. Maintenant, on n'en parle plus de ces ouais. câbles coupés Non, dans la ils ont mer trouvé autre Baltique. chose. Mais Mais alors, maintenant, c'est devenu les drones. Alors, tout d'un ouais. coup, il y a les drones, Bon, etc. bah, On a il des y a une phases question de comme fond ça. par rapport à ça. Parce que, OK, alors c'est inquiétant du point de vue de la liberté d'expression, mais s'ils ont besoin tellement de contrôler l'information, alors, OK, on peut dire que peut-être qu'ils sentent qu'il y a quelque chose qui leur échappe, mais est-ce que ça ne montre pas qu'il y a une vraie volonté d'avoir un affrontement avec la Russie? Parce que c'est ça qui est inquiétant aussi, dans le fond. On peut en tirer les conclusions. Moi, je ne vais pas ici m'amuser à discuter cette chose-là parce que on est un petit peu, je veux dire, on est un petit peu hors sujet d'une certaine manière. Enfin, c'est un Oui, sujet oui, tout à fait. qui nous amène trop loin, donc je ne veux pas le discuter aujourd'hui. On pourrait interpréter ça comme ça, mais sur la technique ou le problème de fond, comment dire, euh, on prend des choses qui sont pas très claires. En réalité, c'est le schéma du conspirationnisme d'une certaine manière. C'est-à-dire, on prend quelque chose dont on ne sait pas exactement ce que c'est, et puis on crée une histoire à partir de ça.
On crée une conspiration à partir de ça. Oui. C'est ça la définition de conspirationniste. Donc, quand la réponse honnête, quand vous avez un drone qui survole une base aérienne, etc., si vous ne savez pas qui c'est, ben vous dites on ne sait pas qui c'est. Oui. Et vous faites les enquêtes nécessaires pour savoir si c'est les Russes, etc. Et si vous trouvez que ce sont les Russes, alors vous dites ce sont les Russes. Mais si vous ne savez pas qui c'est, vous dites on ne sait pas qui c'est. Mais ici, ce n'est pas ça. Ici, c'est comme moi, je suis accusé de désinformation qu'on pourrait attribuer à la Russie. Donc, on ne sait même pas. Voyez, et c'est exactement là qu'est le danger. Le danger, il est exactement dans ces choses qui sont pas claires du tout, où on crée une histoire autour. Et en fait, techniquement parlant, le conspirationnisme, c'est exactement ça, c'est-à-dire prendre des éléments qu'on voit, qu'on trouve, et puis construire une histoire autour, de créer une conspiration. Et donc, on est effectivement dans ce cas-là, et c'est ça qui est extrêmement dérangeant, alors avec des conséquences, parce que du coup, eh bien, j'en fais les frais à titre, si vous voulez, dans ma vie de tous les jours. Personnel, hein. Oui, oui. Alors, et ce sera ma dernière question, parce que je sais que vous êtes fort pris. Hein, est-ce qu'il y a des actions qui sont, enfin, si vous pouvez nous en parler, bien entendu, est-ce qu'il y a des actions qui sont envisagées, des recours, des appels? Alors, je ne vais pas m'étaler beaucoup là-dessus. Évidemment, j'ai dû prendre un avocat et puis on va travailler sur cette question. Mais je pense qu'un élément qui est important pour, en tout cas pour un média comme le vôtre, c'est que, de nouveau, c'est pas une décision judiciaire, c'est une décision politique. Oui, Et par conséquent, toutes les manifestations qu'on peut avoir de la part du public et qui désapprouve ça, qui montre son mécontentement, sa crainte d'une dérive, etc., tout ça est extrêmement utile parce que ça montre aux institutions, en l'occurrence européennes, qu'elles sont sur la mauvaise voie. Et c'est ça qui est important, parce que finalement, si il y a une décision, la décision qui sera prise pour lever la sanction, si ça intervient, sera une décision en réalité politique. Donc, on n'est pas du tout dans le cas où il faut démontrer, ou un avocat doit démontrer que j'ai ou je n'ai pas enfreint la loi. On n'est pas du tout oui, là-dedans. non, On est dans une situation où on va essayer de convaincre la Cour européenne de justice de dire que la sanction est trop dure pour M. Beau. Et puis, on va essayer de convaincre le Conseil européen pour dire, écoutez, les gars, on vous êtes fait à fausse côté de la route. plaque. Voilà. Oui, Mais le fond du problème, et c'est ça que les parlementaires qui m'ont contacté, d'ailleurs de plusieurs pays, hein, il y a eu des interpellations au Parlement allemand, et donc il y a plusieurs personnes qui sont sur la liste des sanctions, mais le Parlement allemand, les questions qui ont été posées au Parlement allemand, au gouvernement allemand, ne concernent que moi. oui. C'est assez intéressant de Ouais, voir. c'est intéressant. Ça veut dire qu'en Allemagne, ils ont compris que le cas Beau était différent des autres et Oui, que spécifiquement, ils ont demandé ça. Et d'ailleurs, le gouvernement allemand a dit qu'ils n'avaient absolument aucune information confirmant les accusations, mais qu'ils étaient simplement convaincus que c'était vrai. oui. Enfin, on est dans l'absurdité complète. Enfin, Voilà. Et donc, ça montre exactement, et ça, c'est le genre de justice qu'on peut avoir. Mais moi, je suis gentiment de voir ben oui, 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 voilà, tout à fait. m'implanter. Et donc, je vous remercie de m'avoir accueilli chez BAM, une Ah, fois de plus, en voisin, d'une certaine manière, ben puisque oui. j'habite toujours à Bruxelles et que je n'ai pas le droit, de toute façon, de partir. On est ravis de vous accueillir ici en asile politique forcé, hein, en Merci Belgique. bien. Voilà, écoutez, je vous remercie en tout cas mille fois de faire cette interview. Nous, évidemment, depuis que vous êtes sur cette liste, vous n'avez jamais été aussi populaire. Donc, on a aussi diffusé des vidéos qui contredisent ce que dit le Conseil européen. Voilà. Sinon, donc, on voulait aussi vous dire que n'oubliez pas aussi de soutenir BAM pour qu'on puisse, puisque vous savez qu'on est tous des bénévoles. Donc, il y a un petit lien en bas pour les dons. Et s'il y a des actions particulières pour aider Jacques Beau, bien entendu, nous serons les premiers à en parler. Voilà. Écoutez, passez un joyeux Noël quand même, hein. Et à Pour bientôt. faire se peut. Merci bien et merci à vous de m'avoir invité. Merci Merci bien. beaucoup. Au revoir, Jacques. Au revoir.